Excellences, Messieurs les chefs d'État, bienvenue. Et désolé pour le retard dû à des difficultés logistiques, cela arrive. Merci de votre très haute patience. Nous allons donc maintenant démarrer la session dans laquelle nous allons procéder à des signatures d'engagement, d'accord. Et pour ce faire, les signatures en fait se feront sur la partie droite pour l'audience, donc gauche pour nous du podium, de l'autre côté. Les chefs d'institution, les dirigeants d'institutions ici présents appelleront les ministres concernés au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre cérémonie. Alors, il y a un total de 19 milliards de dollars qui vont être signés pour différents projets communautaires. Bienvenue, Monsieur le Président. Je disais donc qu'il y a un total de 19 milliards qui vont être signés. Et pour ce faire, ce que je vais faire, c'est commencer par un de ces contrats, le plus important. Vous me permettrez de m'exprimer en anglais parce que mes notes sont en anglais sur cette partie-là. So we're going to start this session, and we're going to start by a signature of a master contract which has been awarded to Trojan General Contracting LLC. Understand, Trojan General Contracting LLC is part of the royal group belonging to His Highness Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, along with Capital Partners Fund for equity participation. So, to go into that signing session, I will hand over to the heads of institutions and GFCL to call the concerned ministers and heads of the organization to proceed to the signing. And the total value of this contract is 16 billion, and the sectors are road and railway, mostly. Sur le projet de ligne ferroviaire Dakar-Bamako, nous appelons les ministres des Finances du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal pour la signature du MOU. Donc je peux me mettre debout parce que...
you will understand that as there are a number of countries involved, it's communitary projects, so we need quite a number of signatures. Les ministres des Finances du Burkina Faso, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Bissau pour le projet de poste de contrôle juste à poser. Il faut leur dire de laisser C'est ça. Cortec International, Mr. Mittal. BOID. Ciel. Pour le projet de centrale énergie solaire, les ministres des Finances, nous invitons les ministres des Finances du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali et du Niger.
compagnie Zinergie. Zinergie Group. Pour le projet de boucle ferroviaire Abidjan-Niger, nous invitons les ministres des Finances du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Niger et les partenaires, les investisseurs, Earth Capital et Trohan General Contracting.
Pour le projet d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, nous invitons les ministres des Finances du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire à venir poser leur signature. Pour le projet de pont au Sénégal, le ministre des Finances du Sénégal. C'est l'investisseur SA Project Limited. Pour le projet d'interconnexion électrique entre le Mali et le Burkina Faso, donc nous invitons les ministres des Finances du Mali et du Burkina Faso et l'investisseur John Brown Engineering. Celui qui était là ce matin. John Brown. Let's do that.
toujours pour les interconnexions, le Sénégal et l'investisseur John Brown. Pour le projet de sécurité alimentaire Salkadamna au Niger, le ministre des Finances du Niger et l'investisseur ESA Project Limited. Pour le projet d'autoroute au Togo, le ministre des Finances du Togo et l'investisseur Euf Capital et Trohan General.
Pour l'aéroport de Glodibé au Bénin, nous invitons le ministre des Finances du Bénin et l'investisseur ESA Project Limited. Toujours pour le Bénin, le projet de route au Bénin, nous invitons le ministre des Finances du Bénin et l'investisseur ESA Project Limited. Pour le projet de sécurité alimentaire à l'Office du Niger, nous invitons le ministre des Finances du Mali et l'investisseur Origin Food Limited.
Pour l'accord de partenariat stratégique, nous invitons le président de la Commission et notre partenaire global. Ah oui. Le ministre du Togo est là. Si, si. Le ministre des Finances. De partenariat stratégique, nous invitons le président de la Commission, notre partenaire Global Finance and Capital, GFCL, et moi-même pour la signature, pour parapher les documents. Je suis là. Excellences, Messieurs les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, nous sommes donc arrivés au terme de cette session de signature et selon notre agenda, nous devrions continuer par la lecture du communiqué final. Mais avant cela, j'aimerais simplement me rapprocher des dirigeants des institutions pour savoir s'il y a une petite allocution qui va être faite après cette signature ou pas. Est-ce qu'il y a un mot qui doit être dit par un de vous? OK. OK.
Alors, on me dit qu'il y a une dernière série de signatures qui doit avoir lieu. Donc, nous allons nous assurer que cela également est fait dans les formes. Et le président de la Banque ouest-africaine de développement nous dira de quoi il s'agit. Oui, nous avons encore 2 signatures à faire sur des projets de sécurité alimentaire, notamment l'aménagement des bas-fonds qui concernent tous les pays de l'Union, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger et le Sénégal. Donc, ensuite, nous avons un projet d'aménagement multi-usage également qui concerne le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Niger, le Sénégal et le Togo. Je crois que nous allons, pour gagner du temps, nous allons procéder à la signature plus tard, de sorte à permettre à nos autorités de clôturer la séance. Mais avant de passer la parole à notre chairman pour procéder à la cérémonie de clôture, je voudrais remercier ici tous les investisseurs et les représentants des États et pour la signature et dire que nous venons d'apposer notre signature sur 16 opérations, parce que nous avons un seul sur les 17 pour lesquels nous n'avons pas finalisé du fait que certaines études de base n'étaient pas encore disponibles. Donc nous sommes à un niveau, nous sommes à 16 opérations pour un montant total d'environ 19 milliards de dollars. Je vous remercie. Son Excellence, le docteur Yahi Boni, va faire le mot de remerciement. Immédiatement après, il y aura la lecture du communiqué final et ensuite, il y aura une photo de famille entre les investisseurs ici présents et les chefs d'État et de délégation ici présents, ainsi que les dirigeants des institutions. On va changer l'ordre avec d'abord la lecture du communiqué final, suivi des mots de remerciement donc de son Excellence le Président du Bénin et ensuite la photo de famille avec les investisseurs. Alors, you don't have translation? Okay. So what we're going to do is we're going to read the communiqué final now. Immediately after that, we'll hear from His Excellency, the President of Niger, on behalf of his peers. And then right after that, we'll have the group photo with the investors and the heads of institutions. Régionale, investir dans l'UEMOA, conférence internationale des investisseurs à Dubaï. Communiqué final. Dubaï, le 9 septembre 2014. Le 9 septembre 2014 s'est tenue à Dubaï, aux Émirats arabes unis, la conférence internationale des investisseurs dont la cérémonie solennelle d'ouverture a été présidée par son Excellence Dr Boni Yahi, président de la République du Bénin, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La cérémonie officielle d'ouverture a connu la très haute participation de son Altesse Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, vice-président, Premier ministre des Émirats arabes unis, rouleur de Dubaï. Était présent pour le Burkina Faso, son Excellence M. Blaise Compaoré, président du Faso. Pour la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Pour la République de Guinée-Bissau, Honorable Cipriano Kassama, président de l'Assemblée nationale. Pour la République du Mali,
M. Abdel Karim Konaté, ministre du Commerce. Pour la République du Niger, Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République. Pour la République du Sénégal, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Pour la République togolaise, Son Excellence M. Faure Ezozimna Gnassingbé, président de la République. La conférence a également enregistré la participation de M. Gilles Bailly, ministre des Finances de la République du Niger, président du Conseil des ministres. M. Cheikh Agibou Soumaré, président de la Commission de l'UEMOA. M. Tchemoko Mele Kone, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. M. Christian Adovelende, président de la Banque ouest-africaine de développement. M. Jérémias Antonio da Cruz Pereira, président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. M. Aaron Pancharia, président de Global Finance and Capital Limited. Les partenaires traditionnels de référence de l'UEMOA, les réseaux d'investisseurs, les banques et institutions financières internationales et le secteur privé international ont été représentés. Ont aussi honoré de leur présence les membres du Conseil des ministres statutaires, les hautes personnalités de l'Union, les ambassadeurs des pays membres de l'UEMOA accrédités auprès des Émirats arabes unis et les représentants des organisations internationales. La conférence a salué la présence effective des hautes autorités des Émirats arabes unis à la cérémonie officielle d'ouverture. La conférence a été attentive à l'allocution de la ministre d'État, Son Excellence Rim Ebrahim Al-Hashimi, qui a magnifié les relations exemplaires entretenues entre les Émirats arabes unis et l'Afrique, le continent du XXIe siècle. Elle a réitéré la volonté des Émirats arabes unis à renforcer leur partenariat actif avec les pays de l'UEMOA. La conférence s'est félicitée de la concrétisation de la vision des chefs d'État et de gouvernement de l'Union qui place le financement de l'économie sous-régionale au rang de leur première priorité en vue d'accroître significativement le niveau des ressources mobilisées pour la réalisation des projets intégrateurs. La conférence a salué, a félicité les institutions communautaires pour avoir initié cette rencontre de très haut niveau qui marque une nouvelle étape dans la diversification des partenariats pour le financement des économies de l'Union. La conférence marque le lancement de l'initiative régionale Investir dans l'UEMOA. Cette initiative permet à l'Union de s'ouvrir davantage au reste du monde et de faire connaître au réseau des investisseurs privés internationaux des Émirats arabes unis et des pays émergents les opportunités d'investissement et d'affaires au sein de l'UEMOA à travers des projets structurants orientés spécifiquement vers le secteur des infrastructures de transport, de l'énergie et de la sécurité alimentaire. La conférence a également relevé le bon déroulement des travaux qui ont porté sur le portefeuille de 17 projets prioritaires à caractère régional, ainsi que sur des projets privés programmés dans le cadre de sessions de B2B. La conférence de Dubaï concrétise ainsi les actions recommandées lors de la table ronde tenue à Abidjan en juillet 2012 sur le financement de la deuxième phase du programme économique régional qui a pour vocation d'accélérer l'intégration économique des États membres de l'UEMOA et de soutenir leur croissance économique. À ce titre, la conférence s'est réjouie de la forte mobilisation des investisseurs et de la signature effective de protocoles d'entente et de protocoles de collaboration pour la réalisation des projets présentés, formalisant ainsi leur engagement à investir dans l'UEMOA. Ainsi, sur les 17 projets présentés, les investisseurs ont manifesté leur intérêt pour 16 projets. Le montant des engagements mobilisés s'élève à 19 milliards de dollars,
sur un total de 21,5 milliards, soit 88% d'engagements attendus. La conférence a invité les institutions communautaires, en synergie avec les États membres, à prendre des mesures incitatives en vue d'orienter une partie des transferts de la diaspora vers des projets d'investissement, à mettre en place des conditions attractives pour le financement de projets urbains et à intensifier les réformes en faveur de la sécurisation des investissements privés. La conférence a été l'occasion d'échanges interactifs fructueux entre les investisseurs et les États membres de l'UEMOA sur des thèmes importants relatifs aux risques politiques, aux assurances et garanties dans le financement et le délai d'exécution des projets d'infrastructure. La conférence a encouragé et exhorté les institutions communautaires à capitaliser les acquis de la rencontre en vue de faire de la sous-région ouest-africaine un espace résolument tourné vers l'amélioration durable du niveau de vie des populations. L'UEMOA a réaffirmé sa détermination à accompagner les investisseurs dans un cadre de concertation dynamique pour le suivi, la réalisation des projets et la concrétisation des engagements pris au cours de la présente conférence. La conférence a exprimé sa satisfaction aux institutions communautaires et au cabinet JFCL pour les résultats obtenus. Elle leur recommande d'assurer le suivi diligent de ces résultats. La conférence salue les partenaires traditionnels pour l'appui constant qu'ils n'ont cessé d'apporter aux efforts de développement des pays de l'Union. Elle les encourage à poursuivre leurs actions au bénéfice de l'Union. Au terme de la conférence, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA rendent un vibrant hommage à son Altesse Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, pour sa clairvoyance et son leadership qui ont permis d'élever ces pays au rang des nations les plus prospères et qui doivent inspirer les États de l'Union. Ils expriment également à son Altesse Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, vice-président, Premier ministre des Émirats arabes unis, rouleau de Dubaï, ainsi qu'à toutes les éminentes personnalités et au peuple des Émirats arabes unis, leur profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et fraternel qui leur a été réservé et pour l'hospitalité généreuse dont ils ont bénéficié pendant leur séjour à Dubaï. Fait à Dubaï le 9 septembre 2014, pour la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union, le président en exercice, son Excellence, Dr Boni Yayi. Merci. Merci, Monsieur le Président de la Commission de l'UEMOA. Nous voudrions maintenant inviter son Excellence, le Président de la Conférence des chefs d'État, pour son mot de remerciement. Mes chers collègues, chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir accepté d'extirper ce temps de votre agenda précieux pour y hausser de votre présence cette conférence. Je voudrais, au nom de nos peuples, vous remercier. En votre nom, Messieurs les Présidents, je voudrais, une fois de plus, sans abuser du temps on ne peut plus précieux de tous les participants, je remercier Son Altesse royale Cheikh Khalifa, président des Émirats arabes unis et émir d'Abu Dhabi. Remercier du fond du cœur Son Altesse royale Cheikh Mohammed bin Rachid, vice-président des Émirats arabes unis, Premier ministre
et émir de Dubaï, sans oublier les autres émirs. Je voudrais remercier le peuple émiratien et dire que c'est au nom de nos peuples de la sous-région que nous tenons à nous exprimer. Je voudrais me joindre à ce communiqué qui a été fait pour rassurer, je dis bien rassurer, les uns et les autres, les investisseurs qui sont arrivés, les institutions, pour dire que ce qu'on s'est dit depuis le matin, pour nous autres, en termes d'engagement, sera honoré. Nos engagements seront honorés. Et chers amis, dans le cadre de ce partenariat, je pense que les différents protocoles qui ont été signés, les MOU qui ont été signés, nous les prenons au sérieux au sommet de la conférence, pour la simple raison que, tel que ça a été dit, nous voudrions rassurer que notre union, telle qu'on l'a présentée depuis le matin, se veut une union fréquentable, parce que reconnue par sa stabilité, reconnue par la quête de la sécurité et de la prospérité, sans oublier la bonne gouvernance, reconnue par la volonté des chefs d'État ici réunis de renforcer ou d'accélérer le rythme de création de la richesse, la croissance économique de qualité. Nous avons tout fait. Ce qu'il nous fallait, c'est les infrastructures pour permettre à notre union d'être fréquentable, comme je viens de le dire. Et ces infrastructures ont su bien être identifiées parce qu'elles ont un caractère suffisamment régional. Donc je pense que vous avez tous les éléments. Alors, le président de la Commission a terminé en disant que l'UEMOA suivra. Il a parfaitement raison. Je voudrais le confirmer, que non seulement nos institutions seront à pied d'œuvre avec vous, les investisseurs, pour que, ces différents projets puissent se réaliser. Nous sommes prêts à honorer tous nos engagements. Mais encore, nous, chefs d'État, je le dis au nom de mes chers collègues ici, que nous ferons tout pour suivre ça également, de manière à ce que, ce dont le secteur privé a besoin puisse être une réalité, c'est-à-dire la célérité dans les affaires. La célérité dans les affaires. Certainement qu'il y aura des cellules au niveau des présidents, donc des cellules présidentielles, dans chacun de nos États, pour appuyer la partie qui concerne chacun de nous, et appuyer également lui et moi pour que nous puissions aller plus vite. Les MOU, nous avons dit, pour un délai de 3 mois, si on peut réduire ça à 1 mois, tant mieux pour nous. Mais pour nous, il n'est pas question d'aller au-delà de 3 mois pour que nous passions aux choses sérieuses. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. Nous avons, au terme de cette journée, pour nous nous félicitons de ce chiffre qui vient d'être donné par le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire en termes d'engagement. Si on peut s'exprimer ainsi, le MOU est souvent un document qui prouve que nous voulons mettre en place un partenariat fructueux. Nous, on voudrait considérer ça comme des engagements, à chacun d'honorer ses engagements. Nous allons honorer les nôtres. Nous ne doutons pas d'un seul instant que de votre côté également, vous allez le faire. Un montant de l'ordre de plus de 19 milliards de dollars. Moi, j'arrondis ça à 20 milliards de dollars. Ça fait 10 000 milliards de francs CFA, c'est beaucoup. Nous avons bien travaillé depuis le matin et je ne terminerai pas sans remercier nos institutions
qui ont travaillé, le président de la commission de l'UEMOA, le gouverneur de la BCAO, le président de la BOAD, et leur dire que nous continuons de leur faire confiance pour que cette journée soit rentabilisée pour toujours et immortalisée. C'est sur ce mot et au nom de mes chers collègues que je voudrais encore renouveler nos remerciements aux plus hautes autorités des Émirats arabes unis d'une manière générale et de Dubaï d'une manière particulière. Et c'est sur ce mot que je déclare close cette conférence et que bon vent à ce partenariat stratégique qui est créé et qui est appelé à durer pour toujours dans l'intérêt de nos peuples. Encore une fois, merci d'avoir extirpé de vos temps précieux pour rehausser de votre présence ce sommet et je vous souhaite un bon retour auprès de vos foyers respectifs et que Dieu bénisse chacune et chacun de vous. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes donc arrivés au terme de notre journée. Nous avions promis, avec l'accord bien sûr des chefs d'État, une photo de famille. Donc, nous invitons les investisseurs qui étaient là, qui ont signé, les chefs d'institution, avec nos chefs d'État et chefs de délégation ici présents, à vous joindre à nous au podium pour la photo de famille. So, if in case there's no translation, we just want to keep our promise as Africans we always do. So, we are inviting the investors who are there to sign the engagements, the MOUs, with the heads of institutions who are here present, along with our heads of states and heads of delegations here present to come and join us for the group picture. Bien, chers amis de la presse, je tenais d'abord à vous remercier parce que depuis le début du processus, vous avez joué un rôle très important. Et nous avons estimé nécessaire de faire cette conférence de presse pour que vous puissiez nous aider à relayer ce qui est en train de se passer ici à Dubaï. C'est un grand événement pour nous. Un grand événement parce que, comme vous l'avez constaté, 6 chefs d'État qui ont su faire le déplacement de Dubaï, donc parcouru des centaines de kilomètres pour arriver ici, rehausser de leur présence cette cérémonie très importante pour la vie de notre Union. Vous avez dû enregistrer déjà que c'est une expérience
en avance en matière d'intégration économique. Et ces pays du continent africain, de l'Ouest africain, de l'Afrique de l'Ouest, je voudrais dire, et qui, depuis maintenant bien des années, je dis bien des années, ont su organiser leur destin commun, d'abord dans le domaine de la monnaie, et appuyé par le domaine économique, pour aboutir à ce que nous appelons maintenant l'Union économique et monétaire ouest-africaine. 8 pays membres d'une population de plus de 110 millions d'habitants, un PIB de plus de 300 milliards de dollars, et je crois aujourd'hui d'une croissance économique qui tourne autour de 6-7%, au-dessus de ce que le monde a fait, au-dessus de ce que le continent a fait. Donc c'est une zone reconnue également par la stabilité, la paix, et la quête de la sécurité et surtout l'effort pour partager les valeurs en matière de gouvernance, la lutte contre la corruption et la mise en place des institutions fortes pour mettre fin à l'impunité, rentabiliser les investissements, l'obligation de résultats, la reddition des comptes, etc. Une zone qui maintenant, forte de ses acquis, est reconnue également par ses richesses humaines, les richesses minières, pétrolières et d'autres. Vous avez toutes sortes de richesses du sous-sol et de la mer. Une zone enfin qui travaille sur 2 défis essentiels. Le premier, l'assainissement de l'environnement des affaires pour une meilleure attractivité des investissements directs étrangers. Et une zone qui a besoin du secteur privé, de promouvoir le secteur privé qui soit national, régional et international pour financer les infrastructures qui manquent, l'énergie, les réseaux routiers, les chemins de fer, les ports, les aéroports, les télécommunications, les communications, etc. Une zone enfin qui possède des potentialités dans le domaine de l'agriculture, l'agro-industrie, les bâtiments, les services, les logistiques, le tourisme, le commerce, l'artisanat, etc. Voilà la photographie de cette union aujourd'hui qui a décidé de s'intégrer définitivement et de construire un marché commun. Mais au sein de ce que nous appelons aujourd'hui la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, forte de 300 millions de consommateurs ou de producteurs. Alors, l'UEMOA, vu son expérience, vu sa réussite, a des institutions fortes que vous voyez, la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est l'organe exécutif, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est l'institut d'émission reconnu par son professionnalisme, la Banque ouest-africaine de développement, qui est l'institution de financement de cette intégration économique. Nous avons décidé, je crois, sous, j'allais dire, la clairvoyance de ces institutions, d'aller là où partout se trouve la croissance. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne que Dubaï est aujourd'hui le centre des affaires et que toute la sous-région arabe, d'une manière générale, les Émirats arabes unis d'une manière particulière, constituent aujourd'hui un pôle de croissance. Surtout la croissance, nous sommes venus chercher la croissance pour que nous puissions la mutualiser avec notre sous-région. Et je pense que c'est le sens de cette conférence et le sens de cette rencontre avec les investisseurs. Et je pense que le communiqué qui a été lu, vous avez entendu, et je pense que tout est clair. Nous avons décidé de mettre en place ce partenariat stratégique avec ces investissements privés
venus des Émirats arabes unis, venus du reste du monde. Et nous avons décidé de mutualiser nos ressources avec toute cette région, les institutions, les fonds souverains pour régler la question du financement pour la réalisation de ces infrastructures dont le secteur productif a tant besoin. Nous voulons que notre union soit fréquentable. Pour qu'elle le soit, nous avons besoin de ces projets intégrateurs. Et je pense que c'est la zone où le taux de rentabilité interne est le plus élevé. Voilà le mot introductif que je voulais vraiment passer. Et je vais donner la parole au président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, s'il a quelque chose à ajouter. Et ensemble, nous allons pouvoir répondre à vos questions. Des questions peut-être qui n'ont pas été clarifiées, ou alors d'autres qui sont venus entre-temps. Nous sommes à votre disposition. Moi, je suis là et je voudrais parler au nom de mes chers collègues, chefs d'État qui m'ont délégué, pour que nous puissions me joindre aux institutions pour pouvoir vous rassurer. Monsieur le Président, vous avez la parole. You have the floor, please. Merci, Monsieur le Président de la République, Président de la Conférence des chefs d'État. Je pense que vous avez bien résumé ce qui s'est passé durant toute la journée. Je pense qu'il nous revient simplement de donner la parole aux journalistes, aux hommes de médias qui sont là, pour recevoir leurs questions et pouvoir éventuellement y répondre, mes collègues et moi-même. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon, voilà, je retourne peut-être le modérateur, il est parti. Non, Monsieur le Président. Donc, les questions, si vous avez des questions. Ah, le Président. Merci, Monsieur le Président. Je suis Sébastien Babacan du magazine Espace sur moi. Monsieur le Président, vous avez eu à organiser des tables rondes. Des engagements ont souvent été pris. C'était le cas à Dakar en 2006, à Abidjan en 2013. Très souvent, des engagements sont pris, mais quelques années après, on se rend compte que les décaissements ne suivent pas. Pour cette conférence d'aujourd'hui, quel mécanisme mettez-vous en place pour vous assurer que ces engagements seront suivis des faits? Une deuxième question. Aujourd'hui, vous explorez le monde arabe. Est-ce que vous avez un plan dans cette dynamique pour aller vers d'autres parties du monde? Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez parfaitement raison. Nous avons l'habitude de faire des tables rondes, de faire des rencontres avec des partenaires. C'est pourquoi également nous avons voulu être réalistes. Réalistes, c'est ce qui nous a amené à concevoir un autre modèle à proposer aux partenaires avec lesquels nous nous engageons. Ce modèle, nous l'avons voulu d'abord pour que le partenaire qui voudrait s'engager puisse apporter un financement propre avant la structuration. C'est la première chose. La deuxième chose, nous avons mis également en place des mécanismes d'évaluation périodique. Et la troisième chose, enfin, nous avons dans ces MOU donné des délais précis. 3 mois, renouvelables une seule fois, ce qui fait 6 mois. Au bout de 6 mois, s'il n'y a aucun engagement respecté de la part de notre co-contractant, rien ne nous empêche de prospecter ailleurs. Nous n'avons pas dit que nous, en ce qui nous concerne, nous avons reçu de nos chefs d'État le mandat de respecter les engagements qui sont signés. Nous demandons également à nos partenaires de respecter les leurs, sinon nous appliquerons simplement les clauses du MOU sans engagement au bout de 6 mois. Donc voilà ce que nous avons tenu à faire. D'abord, le partenaire, nous le voulons un partenaire sérieux, nous pensons
C'est pourquoi nous avons demandé à ce qu'il s'engage sur ses fonds propres. La deuxième, comme je vous l'ai dit, c'est que nous n'avons pas laissé toute la latitude, comme on a l'habitude de le faire. Vous prenez un engagement et l'État, nous n'avons plus les moyens de retirer cet engagement. C'est pourquoi nous avons mis juste un garrot de 3 mois, renouvelable une seule fois. Mon collègue peut-être de la BOAD pourra me compléter, ou mes collègues de la Banque centrale et du CREMF. Merci, Monsieur le Président. Your Excellencies, if I could, ladies and gentlemen of the press, if you have questions, could you please raise your hand so we can get a microphone to you, and then could you state your name and your publication before you ask your question? Thank you very much. Hold on a second, you just had one question? No. Hold on. No. No. Second question. No, no, excuse me. Excuse me. You have, no. No, Vous avez également parlé de quel plan nous avons concernant la prospection d'autres marchés. Nous sommes venus ici à Dubaï. Cela ne veut pas dire que ce sont les seuls investisseurs de cette région qui ont été démarchés, si je veux parler comme le commun de tout le monde, qui ont été approchés. C'est pourquoi nous avions fait un site web dans lequel nous avions mis tous les projets et demandé aux investisseurs du monde entier, s'ils sont intéressés, qu'ils puissent voir les projets et s'inscrire. Nous avons prévu également d'aller vers d'autres places financières pour vendre le label UEMOA. Nous allons y réfléchir, mes collègues et moi-même, pour voir, rien n'empêche de voir s'il ne faut pas faire une réunion, mais nous avons bien précisé une réunion des investisseurs. Cela signifie que nous avons un produit que nous vendons et nous voulons un partenariat gagnant-gagnant. C'est différent des groupes consultatifs où nous demandons simplement aux partenaires financiers de venir nous aider. Nos partenaires pour ce projet de conférence de Dubaï nous ont encouragés à travailler sur ce dossier. Parce que, comme vous le savez, les partenaires financiers ont beaucoup fait pour nous et nous devions également d'essayer d'avoir un peu plus d'ingéniosité pour essayer de prospecter. C'est pourquoi, si vous vous rappelez, la conférence des chefs d'État et de gouvernement avait désigné un champion pour travailler sur le financement des économies, le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, qui est en train de travailler sur le financement de nos économies. Merci beaucoup. Monsieur le Président, mon nom est Adam Awad, je suis le directeur de publication de Financial Afrique. Alors, j'ai une question. Est-ce que le programme économique régional prend fin en 2016 comme prévu, la seconde phase? Et est-ce que d'ici 2 ans, tous ces projets qui ont été présentés, ces 17 projets, quelle est la proportion que vous espérez sera réalisée? Et la deuxième question, c'est par rapport au marché, parce que ces projets sont liés à l'intégration du marché de l'UEMOA. On sait qu'aujourd'hui, malgré les signatures et les conventions, il y a quand même des difficultés, il y a quelques obstacles non tarifaires qui empêchent, par exemple, à certains pays qui font des produits agricoles de les vendre ailleurs. Je prends le cas, par exemple, des oignons du Niger qui ont du mal à être vendus, écoulés dans les marchés d'autres pays de l'Union. Comment faire pour contourner tous ces obstacles? Merci. Merci. Oui, je crois que cette question... oui. Je crois que cette question recoupe la première en termes d'approche que nous avons adoptée et pour ce forum. Ce qu'il faut dire, je crois que le président de la Commission a beaucoup mis l'accent là-dessus, c'est la différence fondamentale par rapport au groupe consultatif et aux tables rondes que nous avons l'habitude de faire. L'approche que nous avons retenue, c'est l'approche PPP, qui est complètement différente, qui est une approche très intégrée. C'est-à-dire que nous initions les projets, nous réalisons les études, nous recherchons les investisseurs, nous recherchons les financiers,
et nous signons des accords avec des gens, avec des promoteurs précis. La différence fondamentale, c'est qu'au niveau des tables rondes, nous avons des projets, mais nous n'avons pas d'interlocuteurs en termes de réalisation des projets. Donc c'est une différence fondamentale. Et ce qui veut dire également que les projets que nous proposons sont des projets bancables, dans la mesure où ce sont ces partenaires-là qui s'endettent et qui doivent rembourser les prêts qui ont été mis en place. Donc, ils s'engagent pour s'endetter à la place des États et s'engagent de ce fait à réaliser les projets. Alors, les faibles taux d'utilisation que nous avons connus dans le passé avec les groupes consultatifs, c'est dû au fait que, vous savez, on nous reproche souvent au niveau de nos États de manquer de capacité en termes d'absorption des crédits, puisque c'est des projets qui sont réalisés dans le cadre disons, des États. Et nous savons très bien qu'avec les lenteurs administratives, nous avons beaucoup de préoccupations dans la mise en œuvre de projets. Or, lorsque nous travaillons avec des partenaires qui sont engagés directement, qui ont la compétence à la base, et sur les projets concernés, nous estimons que nous allons avoir, disons, des performances beaucoup plus élevées en matière de mise en œuvre de ces projets-là, en matière de décaissement et surtout en matière de réalisation, comme je le dis, mise en œuvre de ces projets. C'est la différence fondamentale. Alors, pour ce qui concerne les marchés, comme vous l'avez constaté, nous avons mis beaucoup plus l'accent sur les projets d'infrastructure. Parce qu'il faut régler la question des infrastructures avant d'aller vers les marchés. Sans régler la question de l'énergie, on ne peut pas être compétitif en termes de production. Sans régler les problèmes de route, les problèmes de port, les problèmes de réalisation d'aéroports, on ne peut pas le faire. Donc l'accent a été mis prioritairement sur les infrastructures. Il est vrai, lorsqu'on va réaliser les infrastructures et avec les réformes que nous avons engagées au niveau de la Commission sur la libre circulation des biens et des personnes, il est vrai que nous avons quelques difficultés. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup de progrès également. Parce que vous savez qu'en termes de lutte contre la concurrence dominante, l'UMOA a beaucoup fait. Vous avez des entreprises, lorsqu'elles ont trop d'avantages par rapport aux autres dans les autres pays, ne bénéficient pas des facilités offertes dans la zone pour leur permettre d'être sur tous les marchés. Je crois qu'il y a beaucoup d'évolutions dans ce que nous sommes en train de faire. Tout n'est pas parfait en matière d'intégration des marchés, mais je crois que nous évoluons beaucoup là-dessus. Et ce travail ne se fait pas seulement au niveau de l'UMOA, mais c'est engagé également au niveau de la CEDEAO. Et nous pensons que progressivement, l'espace sera beaucoup plus unifié. Mais la question clé, c'est d'abord les infrastructures. Il faut régler cette question des infrastructures. Vous le vivez tout le temps. Les questions d'énergie que nous avons mis en place l'initiative pour l'énergie durable, qui est en cours. Nous avons mis aujourd'hui plus de 500 milliards de francs CFA dans les différents projets qui sont en cours d'exécution et nous espérons que d'ici là, ça va se régler. Et avec ces projets PPP que nous venons d'engager, nous estimons que d'ici 3 ans, franchement, nous aurons réglé cette question, suivant mes estimations, à 80-90%. Donc, nous avons l'assurance, nous avons foi et que ce que nous venons de faire aujourd'hui, que les projets que nous avons engagés aujourd'hui vont se réaliser très très rapidement avec les partenaires, le sérieux des partenaires que nous avons, surtout qui se sont engagés à mettre en fonds propres des montants assez conséquents parce que si vous prenez par exemple 5 milliards de dollars sur certaines opérations, 20% c'est assez conséquent. Ouais, bien, donc je crois que nous sommes confiants et le choix était quand même assez sérieux, assez serré et nous avons beaucoup confiance sur ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vous remercie. Noël Gnagno, Radio-Télévision ivoirienne. J'ai une préoccupation et celle-là, elle est d'ordre politique. Vous avez décidé aujourd'hui de partir fonder une union commune, mais dans les décisions que vous avez arrêtées, il y a une administration performante pour accompagner vos décisions. Il faut une administration performante pour respecter les délais. Vous avez dit 3 mois non renouvelables une fois. Il peut se trouver que les défaillances proviennent de nos administrations. Alors, est-ce que le politique a pensé à cet aspect? Faire en sorte que les délais, les administrations harmonisent leur manière de faire pour que, désormais, pour une action, on puisse rapidement accéder à l'exécution de l'action. Voilà. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup. Je pense que votre préoccupation est légitime. Et je pense qu'il
Et cette conférence, pour moi, est le début de ce que j'appelle le plan Marshall. C'est les bases que nous sommes en train de jeter pour, disons, notre réunion. C'est vrai, nous on avait ce programme économique régional depuis les années 90, mais actualisé. Nous sommes dans la seconde phase. Et je pense que, vu les projets à caractère régional, les infrastructures à caractère régional qui sont sélectionnés, si nous arrivons vraiment à aller au bout, à leur mise en œuvre, comme j'ai eu à le dire, notre union va complètement changer d'échelle, du point de vue du renforcement de sa capacité de production. C'est de ça qu'il s'agit, voyez, et avec les conséquences heureuses qui en découleraient. Alors, il a bien dit, c'est des PPP que nous voulons promouvoir. Et je pense que l'Union est en train de travailler. Il a été demandé pour qu'on ait un cadre régional, soit qui puisse régir ce genre de partenariat. C'est un partenariat stratégique que nous voulons renforcer. Donc, à cela nécessite effectivement une nouvelle manière de travailler. Vous voyez, un citoyen de type nouveau au sein de notre sous-région et au niveau de nos États, des citoyens de type nouveau et qui appellent des réformes conséquentes, réformes structurelles, administratives, institutionnelles dans chacun de nos États. Si vous m'avez suivi dans mon mot de conclusion, j'avais dit que, outre les diligences que prendront les institutions, le président l'a indiqué, en matière de suivi et évaluation, eh bien, au niveau de chacun de nos États, eh bien, nous allons nous-mêmes prendre des dispositions appropriées. En réalité, il faut les considérer comme des projets présidentiels. C'est des projets présidentiels, à caractère présidentiel, qui seront suivis de très près par les chefs d'État. Mais on ne peut pas avoir fait un tel déplacement ici, et sous nos yeux, qu'on signe, qu'on prenne des engagements de ce type, et que de retour à Cotonou, nous ne prenions pas des dispositions pour que cela puisse aboutir. Où se trouverait notre crédibilité? Donc alors, moi je pense que mes collègues m'ont chargé de vous rassurer. Nous sommes décidés à rassurer ces investisseurs, vous avez parfaitement raison, et si les États, 2 États, un État, puisque ces projets à caractère régional sont concernés, nous allons créer des conditions pour que, en réalité, les lourdeurs d'antan ne se répètent plus et que le comportement que nous devons avoir puisse répondre parfaitement aux exigences des partenariats publics-privés. Et je crois que ceci est clair. Dans chacun des États, je crois qu'il y a déjà, à l'étape nationale, des projets ou des cadres juridiques. Vous voyez, un cadre juridique, fiscal et tout ça là, pour alimenter, pour faire passer ces PPP. Et au niveau de notre union, je crois que les dispositions sont en train d'être prises pour que nous ayons une réglementation plus appropriée et qui puisse peut-être même aller au-dessus de ce que chacun de nous a fait, de manière à accélérer vraiment la mise en œuvre de ces différents projets à caractère privé. Donc voilà ce que je tiens à vraiment, je ne sais pas si j'ai réussi à vous rassurer, mais si des responsables de nos institutions ont quelque chose à ajouter, vous avez la parole, chers amis. Monsieur le gouverneur, est-ce que vous avez... Oui. Monsieur le Président. Oui, merci Monsieur le Président. Juste pour compléter, en disant que le travail n'est pas terminé. Le travail n'est pas terminé. Vous avez pu remarquer que suite à la signature des MOU avec les partenaires, il y a eu une signature
d'accord stratégique avec le partenaire technique qui est avec nous, GFCL, avec le président de la commission et moi-même, et pour le suivi des opérations sur le terrain, pour le suivi des conventions qui ont été signées cet après-midi. Et pour vous rassurer davantage, c'est que autant la commission travaille sur tous les aspects juridiques liés au PPP, autant nous, à la BOAD, nous avons déjà mis en place, sur instruction des chefs d'État, un département PPP qui se charge de suivre tous les projets PPP inscrits dans le cadre du programme économique régional. Bon, c'est pour dire que le travail ne fait que commencer. Nous avons structuré les projets, nous avons identifié les investisseurs, nous avons signé des accords, des MOU avec ces investisseurs. Maintenant, nous n'allons pas les laisser dans la nature avec les États. Nous allons les accompagner avec le soutien de notre partenaire technique. Nous allons les accompagner et dans les discussions et pour que ces projets soient mis en œuvre très, très rapidement. Et en cas de défaillance, nous avons déjà des solutions aussi alternatives, puisque, comme nous l'avons signalé, nous avons identifié plus de 70 investisseurs qui sont intéressés à ces différentes choses. Donc, les 3 mois, effectivement, c'est pour nous permettre, si d'aventure il y a des retards déjà observés, et qu'on puisse réfléchir à des solutions de rechange, c'est-à-dire contacter d'autres investisseurs. Donc, on est très, très déterminés à faire avancer ces 16 projets que nous avons, sur lesquels nous avons travaillé aujourd'hui. Je vous remercie. Okay. Can I? Hi, good evening. My name is Alia. I'm a senior editor for Al Bayan newspaper. We are Dubai official newspaper. My question for anyone on the panel who could provide me with answer. My question, whether you consider for the UMOA to have a representative office in Dubai. You spoke often about how important Dubai and the whole Emirates for West Africa's country, and also about the possibility of signing free trade agreement between the Emirates and UMOA or with the GCC in general. And also we talk about Emirates. What do you have plans like DP World, the Etisalat, the possibility to invest back in your countries? Thank you very much. Sur le marché, les accords de libre-échange, c'est toi. On y réfléchit. Les accords de libre-échange. Oui, en ce qui concerne les bureaux de représentation, dans la mesure où c'est maintenant qu'on a commencé par travailler dans la zone, nous sommes appuyés d'abord sur un partenaire local qui est là. Il reste entendu que si le flux d'affaires se développe, c'est envisageable. Alors pour ce qui concerne les accords de libre-échange, je crois que c'est un travail de longue haleine. La commission va y travailler, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, on va le faire. Mais en ce qui concerne certains investisseurs, certains groupes qui sont déjà dans notre zone, il faut dire que nous avons Etisalat, qui est dans la plupart des pays de notre sous-région. C'est le plus connu d'ailleurs. Nous avons votre compagnie aérienne qui dessert déjà certains pays de notre zone. Moi-même, lorsque nous avons commencé par travailler sur la compagnie aérienne régionale, on avait pris contact avec effectivement Emirates et pour voir dans quelle mesure on peut, dans un partenariat, et créer une compagnie régionale. Bon, ça n'a pas abouti, mais je crois que nous avons toujours de la place pour des compagnies, disons, aériennes. Les discussions ne sont pas fermées, mais maintenant que nous avons créé ce cadre de concertation, ce cadre qui nous permet de travailler avec des investisseurs de cette région, donc tout est envisageable. Tout est envisageable. Nous-mêmes, on va y réfléchir. Il n'est pas exclu qu'on voit la possibilité avec les autres institutions d'avoir un bureau commun ici, aux côtés avec nos partenaires, et pour explorer davantage la sous-région. Mais comme l'a dit également le président de la Commission, ce n'est pas seulement cette région. Pour nous, c'est beaucoup plus large. Ouais, bien. Nous avons beaucoup travaillé avec l'Occident ces dernières années. Nous sommes aujourd'hui au Moyen-Orient, mais nous avons déjà commencé par travailler également avec les autres pays des autres zones. Lors de mon exposé de ce matin, je vous ai indiqué que nous avons déjà la Chine, l'Inde
et le Maroc qui nous ont rejoints dans notre actionnariat. Et j'ai lancé ici un appel pour que les autres pays, notamment les pays arabes, nous rejoignent. Nous faisons la même chose au niveau des autres pays dans les autres zones, aussi bien en Amérique latine que dans les pays du sud-est asiatique. Mais ce qui est sûr, c'est que je crois que nous avons commencé un partenariat ici. Et nous avons la forte volonté d'approfondir ce partenariat. Et je crois que nous allons travailler pour que ça se développe très, très rapidement. Je ne sais pas s'il y a des compléments. Gentlemen, ladies and gentlemen, I think we have time for 2 more questions. Next up. Your Excellencies, John Whitaker from Euromoney's IJ Global. I have a technical question. It's about risk. The vast majority of the investment is going into transport projects that on a typical PPP contract, the risk would either lie with the main investors, the contractors or the government. I want to know where the risk lies on these PPP structures or whether the BOAD is providing some form of guarantee. And similarly, for the power projects, are the state utilities the off-takers, the localized state utilities, are they off-taking the power? And if so, who is guaranteeing the payments under those contracts? Bien, je vais peut-être compléter ce que le président a dit par rapport à l'autre question. Je crois qu'il a très bien dit en disant que Abu Dhabi, aujourd'hui, est le point focal des investisseurs venus du reste du monde. Nous avons des investisseurs d'Abu Dhabi, nous avons des investisseurs venus d'ailleurs aussi. Mais ce qui est intéressant, que vous devez retenir, il a bien dit que de retour dans nos institutions respectives ou nos États respectifs, naturellement, on a compris que cet engouement suscité par cette conférence appelle un certain nombre de mesures d'accompagnement. Alors ça c'est clair, vous avez raison. Il appartient non seulement aux institutions de faire ce qu'elles doivent faire, il appartient à nos États aussi de prendre les dispositions appropriées pour leur faciliter la tâche. Des zones de libre-échange, je crois peut-être que certains pays, certains États membres de notre Union ont pris les dispositions à cet effet. Pourquoi pas, si vous faites allusion avec les Émirats arabes unis, ce n'est pas exclu. Et nous avons aussi signé avec la plupart des pays de la sous-région, par exemple, ou du reste du monde, des conventions de protection mutuelle des financements privés. Donc, qui rassurent, qui sécurisent les investissements privés, investissements directs étrangers. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude, toutes les précautions sont en train d'être prises. Alors, nous avons tout ce que nous avons dit au niveau de la sécurisation, mais ce que j'ai pu vous dire, la BOAD a ses instruments appropriés, ils vont vous répondre tout à l'heure si besoin en était encore. Mais nous avons aussi des institutions, des fonds de garantie que nous avons un peu partout, d'abord au sein de notre Union, et nous en avons à l'échelon international au niveau, par exemple, la Banque mondiale, la MEGA, la BAD a ses instruments appropriés, nous avons les nôtres, la BID, et la qualité des investissements en réalité constitue la première garantie. Et lorsque vous donnez le cas par exemple, d'une centrale thermique dans le secteur de l'énergie, là également, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Nous avons estimé que lorsque le projet est rentable, un projet d'énergie qui consiste à produire l'énergie, eh bien, je vous rassure que la demande existe. Par exemple, dans notre sous-région, nous avons au Bénin un système d'échange d'énergie, ce que nous appelons, en Afrique de l'Ouest, ce que nous appelons l'OAP, qui consiste à centraliser la production d'énergie au niveau de la sous-région.
C'est vrai, c'est dans un cadre plus élargi, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à laquelle appartiennent la plupart des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et ça, presque tous d'ailleurs. Donc, si un privé vient s'installer dans un État membre, il produit, il a la garantie de vendre. La demande est là, de vendre. Mais si une fois que la garantie de vente est assurée, ça veut dire quoi? Le projet est capable de générer des ressources qui puissent permettre au promoteur de récupérer son investissement. Ceci est clair et net, sans compter naturellement les réflexions qu'appellent après ce sommet que les institutions vont engager avec les collaborateurs des chefs d'État pour que nous puissions voir comment encore, quel type de garantie peut-on offrir sans engager nécessairement, par exemple, les garanties souveraines, les garanties des États. Nous voulons travailler, promouvoir le partenariat avec le secteur privé. Donc, à ce partenariat doivent correspondre des instruments appropriés. Doivent correspondre des instruments appropriés. Et nous allons, je crois, les institutions sont là, vont pouvoir réfléchir, approfondir, pour que, au cas par cas, à chaque projet donné, la sécurisation soit assurée. Monsieur le Président, vous avez la parole si vous avez des éléments à ajouter, Messieurs les Présidents, Monsieur le Gouverneur. Merci, Monsieur le Président. J'avais dit ce matin que les risques concernant l'Afrique sont des risques surévalués. Surévalués parce que si vous regardez le passé récent, il y a des pays qui aujourd'hui ont présenté plus de risques que les pays dans notre zone. Ce qui veut dire simplement qu'il y a une haute perception de l'Afrique, une haute perception de notre union qu'il faut avoir. Nous ne pouvons pas continuer à être cotés sur des risques qui ne sont que virtuels. L'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est plus de 50 pays. Si un pays a un problème, cela ne veut pas dire qu'il y a des problèmes partout. Je donne toujours cet exemple. La Côte d'Ivoire, pays post-conflit, qui vient sur le marché, qui lève à 6% au moment où d'autres pays dits développés sont en train de lever sur le marché à 6,5%. Cela veut dire simplement que les financiers, n'étant pas des philanthropes, c'est parce qu'ils croient au risque Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ils ont vendu l'argent à 6% et non à 6,5%. Donc, c'est une perception qu'on a de l'Afrique, qu'on a de notre Union. C'est pourquoi nos chefs d'État sont venus ici, ensemble, pour rassurer et pour dire que notre région n'a pas plus de risques que les autres régions, pour offrir aussi d'autres opportunités d'affaires, parce que nous sommes sûrs, nous savons que nous sommes dans un monde globalisé et que nous voulons participer aussi à la mondialisation. Nous voulons aussi y participer en étant aussi compétitifs que les autres pays. C'est pourquoi les projets que nous avons mis en place, tous ces projets vont concourir à augmenter la compétitivité de nos économies, aussi bien sur le transport que sur l'énergie. Voilà ce que je voulais rajouter, Monsieur le Président. Merci bien. Monsieur le Président, oui, vous voulez... We have one more question, please, from the floor, unless there's still answering. Hold on. Vos Excellences, Messieurs les Présidents. Ça va être certainement la dernière question. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Mathieu Favas, de Infrastructure Investor Magazine. Monsieur le Président de la Banque ouest-africaine de développement, vous avez annoncé le lancement d'un certain nombre de fonds d'investissement visant à atteindre un closing dans les mois ou années qui viennent, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Est-ce que vous pourriez préciser quel sera le rôle précis de ces fonds d'investissement? Agiront-ils par exemple en qualité de co-investisseurs aux côtés d'autres investisseurs privés?
Et s'agit-il d'une structure que vous allez généraliser à l'ensemble des secteurs que vous avez désignés comme priorité? Merci. Notamment, et effectivement, ce matin, j'ai parlé d'un certain nombre de fonds d'investissement, particulièrement 2 fonds d'investissement qui intéressent les privés. C'est le fonds des infrastructures. Et pour parler du fonds des infrastructures, nous sommes partis d'abord sur la possibilité d'un fonds, disons, sectoriel, d'un fonds d'investissement pour les énergies. Et compte tenu de la taille de notre zone, nous sommes aperçus que pour les ambitions que nous sommes en train de nourrir, et si nous devons nous contenter seulement de ce secteur énergétique, même si c'est une priorité pour nous, il peut se poser un problème de deal flow, surtout que nous avons l'ambition d'avoir un fonds d'une taille assez conséquente. Donc nous y avons mis les infrastructures en général, avec quand même la particularité que la priorité sera donnée à l'énergie. Cela veut dire que toute infrastructure rentable qui peut générer des revenus intéressants pour les investisseurs et sera prise en compte dans le cadre de ce fonds d'investissement. Donc c'est un fonds qui ne sera pas géré directement pour nous, mais structuré comme la plupart des fonds, avec une société vraiment de gestion très très compétente, bien, et qui va nous permettre de servir des rendements assez conséquents à nos investisseurs. Donc ce fonds, les études sont terminées. Nous avons déjà lancé des consultations pour le recrutement des sociétés de gestion. Et je crois que, comme je l'ai dit ce matin, l'année prochaine, nous allons commencer par faire toute la publicité qu'il faut et contacter les investisseurs potentiels et faire nos roadshows pour pouvoir lever les fonds. Le second fonds concerne le secteur financier. Dans un des panels ce matin, il y a un intervenant, un panéliste qui a expliqué, un panéliste d'ailleurs du secteur financier, qui a dit qu'il ne connaît pas d'établissement financier en Afrique et qu'il ne soit rentable. C'est une réalité. Nous avons des taux de retour sur investissement dans ce secteur très très élevés. Et vu le niveau de bancarisation encore de la zone, le potentiel est énorme. Donc, il a ce second fonds que nous sommes en train de mettre également en place et dont les études sont complètement terminées, qui est beaucoup plus même avancé en termes de mise en œuvre que le premier, puisque nous avons dit que nous allons lancer ce fonds à la fin de l'année. Je crois que là également, le potentiel est là et nous attendons vraiment un closing, disons, avec un grand succès. Alors, si vous voulez des informations complémentaires, si vous êtes intéressé par ces différents fonds, je crois que nous pouvons mettre les études à votre disposition, puisque de toute manière, nous recherchons des investisseurs. Donc, ce n'est pas des documents secrets. Your Excellencies, thank you very much indeed. I think that concludes the press conference. Thank you, ladies and gentlemen. For those of you from the media who have requested one-on-one interviews with national presidents, please could you join my colleagues here and we will try and arrange through the protocol team for these to take place. Please come and see Gunjan, who is standing just here. Thank you, Your Excellencies.